Nous avons vu donc aujourd'hui que l'Union européenne est évidemment fondée sur l'impératif de respecter l'état de droit. Et l'état de droit, elle structure la gouvernance de l'Union européenne en même temps qu'elle oriente l'action de l'Union européenne. Et ici, dans cette intervention, on va se concentrer sur le fait que, pour reprendre la terminologie de l'article 21 du TUE, l'action de l'Union européenne sur la scène internationale vise à promouvoir les principes qui ont présidé à sa création dans le reste du monde. Et bien sûr, parmi ces principes figure l'état de droit que je ne redéfinirai pas pour des raisons évidemment de temps. Cela a été très bien fait jusqu'à présent. Donc cette contribution, elle va se concentrer sur les méthodes qui sont employées par l'Union européenne pour diffuser l'état de droit dans le reste du monde. Alors, il faut ici préciser maintenant en introduction que cette promotion de l'état de droit dans le monde est essentielle pour l'Union européenne puisque l'Union européenne est une puissance normative. Et en tant que puissance normative, l'Union européenne peut avoir une influence dans un monde où règne le droit. Elle ne peut pas avoir une réelle influence dans un monde où règne uniquement la force. Mais cependant, dans le même temps, les relations internationales restent un foyer de résistance aux standards de l'état de droit qu'on a évoqué aujourd'hui. Pour différentes raisons, j'en mentionnerai deux. D'abord, de nombreux acteurs de la communauté internationale ne partagent pas la culture historique, la culture politique des États occidentaux qui se trouvent au fondement de l'état de droit, de sorte qu'ils ne manifestent pas d'appétit, pas d'intérêt pour cette forme d'organisation du pouvoir. D'autre part, parmi les États occidentaux, on l'a suffisamment dit aujourd'hui, eh bien, c'est le retour des prédateurs, pour prendre le titre d'un ouvrage à succès du moment. Beaucoup d'États, évidemment, sont en train de revenir sur leur idéal d'adhésion pour l'état de droit et l'analyse finalement comme un frein à l'efficacité politique. Et on retourne sur une vision un peu plus machiavélienne de l'action politique dans beaucoup d'États occidentaux. Donc l'Union européenne aujourd'hui, eh bien c'est un bastion, c'est peut-être un des derniers bastions, en dépit des crises qui la traversent dans les États membres qui la composent. L'Union européenne elle-même reste un des bastions de respect de l'état de droit et de volonté de diffuser l'état de droit. Donc ici, ce sur quoi on va se concentrer dans cette intervention, c'est de vérifier la mesure dans laquelle justement l'Union européenne parvient à diffuser cet état de droit dans le monde, et on le fera, comme le veut la tradition juridique, en deux temps, en commençant par la diffusion dans les États du reste du monde, pour continuer ensuite dans un deuxième temps sur la diffusion de l'état de droit dans le droit international, dans l'ordre juridique international. Donc, on commencera dans un premier temps par la projection de l'état de droit dans les États tiers. Alors, depuis la fin des années 70, la diffusion des principes de la démocratie libérale s'est imposée comme un des objectifs des grandes puissances occidentales, et l'Union européenne s'est approprié cet objectif dans les années 1990 pour commencer à chercher à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Alors, on verra ici dans ce premier temps que deux instruments ont été exploités, ou en tout cas dans un plan de droit, cela m'arrange de les catégoriser en deux. D'abord, la conditionnalité, le bâton, et ensuite la politique de développement, la carotte. On va commencer par la logique de la conditionnalité qui a beaucoup été mentionnée dans le sens interne aujourd'hui, mais qu'on va développer ici dans son volet externe. Alors, depuis les années 1990, une clause démocratique a été introduite dans la plupart des accords de commerce, d'association et de coopération conclus par l'Union européenne. Cette clause, elle a été qualifiée d'élément essentiel de ces accords, de sorte que la méconnaissance de cette clause habilite l'Union européenne à suspendre l'application de cet accord en s'appuyant sur la théorie du changement des circonstances de fait qui est codifiée dans l'article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Alors, depuis, une clause de non-exécution a été introduite dans ces accords pour expliciter, en se détachant de la Convention de Vienne et de la théorie des changements de circonstances de fait,
pour expliciter la capacité de l'Union européenne de suspendre l'application des accords internationaux dans l'hypothèse où il y a une violation du respect du principe démocratique par le partenaire. Alors, au cours des années 90 et 2000, le respect du standard de l'état de droit a été introduit dans la clause démocratique. On en trouve par exemple dans les différents accords de voisinage qui ont été conclus par l'Union européenne, qui pourront être développés par la suite. On s'arrêtera plutôt ici dans cette présentation, dans une question qui n'est pas strictement parler du voisinage, dans les accords ACP, donc les accords Afrique, Caraïbes, Pacifique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dans ce stade que la logique de la conditionnalité a été la plus mobilisée dans les relations externes au sens large. Une clause de conditionnalité politique a été introduite dans les accords ACP en 1992. Et cette clause désigne l'état de droit comme un des éléments essentiels de ces accords ACP. Différentes sanctions économiques peuvent être adoptées par l'Union européenne lorsqu'un État partenaire viole l'un de ces éléments essentiels, notamment et en particulier pour ce qui nous intéresse, l'état de droit. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais on mentionnera les plus importantes, les embargos commerciaux, et les suspensions totales de coopération. Alors, depuis 1992, des mesures de sanctions ont été adoptées à 13 reprises contre des États ACP pour non-respect de la clause de conditionnalité. À titre d'illustration, en 2016, l'accord qui nous lie, l'accord ACP dans notre relation avec le Burundi a été suspendu à la suite d'une crise politique interne qui a remis en cause le respect du principe de l'état de droit dans cet État. Et l'accord ACP a été suspendu avec le Burundi pendant 6 ans tout de même, et de manière assez brutale, puisque finalement tous les versements d'aide à l'administration du Burundi, aux institutions politiques du Burundi ont été suspendus. Seuls les fonds humanitaires, finalement, ont été maintenus durant cette temporalité. Dans l'accord de Samoa, la dernière version donc, des accords ACP tels qu'en appliqués provisoirement depuis 2023, la logique de la conditionnalité n'a pas du tout été remise en cause, elle est poursuivie, elle est reconduite. On a juste modifié la procédure d'application de la clause de conditionnalité, puisque désormais, un comité mixte Union européenne-ACP sera chargé d'ouvrir le dialogue avec l'État tiers qui est l'objet de la mesure de suspension, et c'est seulement si cet État tiers, cet État partenaire de l'Union européenne ne suit pas les préconisations du comité mixte que la suspension pourra être adoptée. Cela permet d'associer finalement les États ACP à cette procédure de sanction de manière à ce que ce ne soit pas vécu comme une sanction purement européenne, même si en réalité on sait ce qu'il en est. Alors détachons-nous maintenant des accords ACP pour en venir aux accords de commerce dits de nouvelle génération. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de la politique commerciale commune, eh bien, on peut constater que la clause de conditionnalité, elle est à géométrie variable. Pour abréger de manière peut-être excessivement simpliste, mais peu importe, on trouve la clause de conditionnalité dans de rares accords de nouvelle génération, en particulier ceux qui nous lient avec des États américains, centra-américains ou sud-américains. On trouve une clause de conditionnalité dans l'accord qui nous lie à la Colombie et au Pérou, l'accord de commerce. On en trouve dans l'article 1, paragraphe 2 de l'accord Union européenne-Mercosur, le projet d'accord, une disposition donc qui identifie l'état de droit comme élément essentiel de l'accord, ce qui augure une possibilité de le suspendre en cas de non-respect par exemple, le Brésil. Donc, c'est envisagé. Le triptyque est présent dans les accords avec les États américains. En revanche, ça n'est pas du tout le cas dans les accords conclus avec des États asiatiques. Dans l'accord conclu avec la Corée, avec le Japon, avec Singapour, on peut chercher conditionnalité état de droit, on ne le trouvera pas. On trouve une insistance, ça ne veut pas dire que la logique de conditionnalité est absente. La logique de la conditionnalité est présente, mais pour ce qui concerne les questions de respect des droits des travailleurs, de respect de l'environnement, mais visiblement, pour ce qui est l'état de droit, aucun espoir d'exportation. Donc, on exporte l'état de droit en Amérique centrale et du Sud, en tout cas, où on espère, mais pas en Asie.
Voilà donc l'idée, c'est qu'il y ait une géométrie variable en l'occurrence. Maintenant, il y a aussi des dispositifs de promotion de l'état de droit dans des États tiers sur le terrain de la coopération au développement. Euh, un programme de soutien à la promotion de l'état de droit a été établi dans l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale. Des programmes de coopération sont ainsi prévus par cet instrument dans le domaine de la démocratie, de la bonne gouvernance, cette notion un peu insaisissable, et de l'état de droit. Alors, l'analyse des plans indicatifs pluriannuels qui sont déployés dans le cadre de l'instrument de coopération au développement indique néanmoins que la diffusion de l'état de droit n'est pas la priorité numéro un des programmes de soutien financiers qui sont déployés dans le cadre de cet instrument. La priorité numéro un, clairement, c'est le pacte vert, la diffusion des normes environnementales. De plus, la promotion de la bonne gouvernance, c'est en fait la dimension politique qui sera la plus souvent mise en exergue. Et le problème de cette notion de bonne gouvernance, c'est qu'elle est polymorphe et elle n'implique pas nécessairement le respect de l'état de droit. Et si on examine les PIP, les plans indicatifs pluriannuels, ce que l'on peut constater, c'est que dans les PIP qui concernent les États africains, on va considérer que l'état de droit, ça fait partie de la bonne gouvernance, et c'est nécessaire pour être jugé comme un État ayant une bonne gouvernance. Par contre, encore une fois, nos amis asiatiques, eh bien, ils peuvent ne pas être respectueux de l'état de droit, mais être considérés comme menant une bonne gouvernance à partir du moment où ils respectent les femmes, l'environnement, les enfants, les travailleurs. Donc, on a là encore une fois une étrange géométrie variable des logiques d'exportation de l'état de droit. Et finalement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une propension de l'Union européenne, via la conditionnalité, via la politique de développement, à vouloir exporter les standards de l'état de droit dans les États qui finalement, historiquement, sont des anciennes colonies. Et en revanche, en Asie, quoique certains d'entre eux sont aussi des anciennes colonies, donc la logique coloniale n'est pas forcément opérationnelle, mais en tout cas, c'est vraiment Afrique, Amérique, volonté d'exportation claire, Asie, ici, abandonner tout espoir. Donc finalement, la conclusion sur cette projection dans les pays tiers, c'est qu'il y a une volonté qui peut être constatée, qui d'ailleurs est critiquée. On parlait ce matin de néocolonialisme. Néanmoins, cette volonté d'exporter, on peut la critiquer, mais aussi on peut la comprendre, parce que derrière, il y a quand même l'acceptabilité par les peuples européens de l'action externe de l'Union européenne. Une action externe de l'Union européenne, des accords de commerce, sont plus acceptables par les populations européennes si leur application est subordonnée au respect de certains fondamentaux de l'Union européenne. Alors, maintenant, je voudrais passer dans un second temps à la projection de l'état de droit dans l'ordre juridique international en demandant combien de temps il me reste. 7 minutes. Donc, alors, il est évident que par nature, l'ordre juridique de l'Union européenne ne peut pas être organisé sous la forme d'un État de droit, pas un État. En revanche, l'Union européenne peut s'efforcer d'exporter des standards, finalement, de l'état de droit dans l'ordre juridique international. Et ici, on se concentrera sur le standard de la protection juridictionnelle effective, dont on a beaucoup parlé déjà aujourd'hui. On va voir en particulier donc que la Commission, le Conseil ont travaillé au développement de la justice internationale. Ce sera le premier temps, et on verra que paradoxalement, une autre institution a freiné ce mouvement de diffusion de la justice internationale, la Cour de justice de l'Union européenne. Alors commençons par la promotion de la justice internationale. Alors, on mentionnera à titre introductif que cet effort de promotion de la justice internationale, il est transversal. On l'a aperçu dans l'Organisation mondiale du commerce via l'établissement de l'ORD, la communauté a beaucoup œuvré pour cela. Dans le cadre de l'ONU, alors la justice au sens large, la création du mandat du bureau du médiateur par le Conseil de sécurité dans le cadre onusien est une conséquence indirecte finalement de l'arrêt Cadi. Mais pour des raisons d'actualité et surtout de temps, je me concentrerai ici
au contentieux du règlement des différents investisseurs États dans l'ordre juridique international. En particulier, les dispositifs qui sont institués dans le cadre des accords de commerce de nouvelle génération. Il existe toujours un chapitre sur l'investissement international, comme chacun sait. Et ce dont on s'est aperçu finalement, c'est que sous la pression d'un certain nombre d'États membres, la Commission s'est efforcée de juridictionnaliser des systèmes qui historiquement étaient arbitraux de règlement des différents investisseurs États. Alors l'exemple dont on a le plus parlé, évidemment, au cours de ces 10 dernières années, c'était l'exemple du CETA. Dans le cadre du CETA, a été établie une juridiction compétente pour trancher les différents investisseurs États, une juridiction avec un double degré de juridiction, le tribunal CETA, un tribunal de première instance, un tribunal d'appel, un tribunal de première instance qui sera composé par 15 juges désignés par le comité mixte, un tribunal d'appel dont la composition est encore à préciser par le comité mixte du CETA, et la composition des formations de jugement sera imprévisible, échappera complètement au contrôle des parties, puisqu'elle sera décidée discrétionnairement par le président du tribunal du CETA. Donc ces éléments vont garantir finalement l'indépendance du tribunal d'investissement et va le distinguer des tribunaux arbitraux d'investissement dont on sait que leur indépendance peut être discutée et surtout leur sentence est sans appel. Ce qui, encore une fois, les différencie mécanisme qui est prévu par les accords de nouvelle génération, parce que ce modèle que l'on trouve dans le CETA, on le trouve dans beaucoup d'autres accords de nouvelle génération. Il faut savoir, encore une fois, pour gagner du temps, que ce modèle d'accord qui est prévu est néanmoins imparfait. La Cour de justice, dans son avis 1-17 qui a été prononcé sur l'accord CETA justement en 2019, a souligné en particulier que les coûts de procédure étaient non respectueux du principe de protection juridictionnelle effective, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Et donc, un dispositif a été mis en place, a été adopté par le Conseil le 27 mars 2025, qui doit encore être confirmé par le comité mixte du CETA, qui visera finalement à établir une procédure simplifiée, sans procédure orale, avec un juge unique, qui permettra finalement de rendre la procédure beaucoup moins coûteuse pour les petites entreprises et beaucoup plus accessible. Ces mécanismes, ces tribunaux arbitraux qu'on voit dans les différents, enfin, qui ont vocation à naître dans le cadre des accords de nouvelle génération, n'ont néanmoins vocation à être que transitoires, parce que ce dont rêve l'Union européenne dans l'idéal, même si c'est un idéal difficilement atteignable, c'est l'institution d'un véritable tribunal multilatéral d'investissement qui sera une juridiction permanente, compétente pour trancher les différents en matière investisseurs-État. C'est un idéal poursuivi par l'Union européenne qui restera néanmoins très difficile à atteindre pour des raisons politiques. L'État n'adhère pas à ce projet. Donc, l'Union européenne, le Conseil, la Commission poussent cette justice internationale. Dans le même temps, Luxembourg freine. Alors, sur ça, finalement, comme il ne me reste plus que probablement 2 minutes, je gagnerai beaucoup de temps en indiquant tout simplement que depuis 15 ans de jurisprudence, ce qui caractérise la jurisprudence de la Cour de justice en relation avec la justice internationale, c'est une propension constante à exploiter le filon de l'autonomie de l'ordre juridique de l'Union européenne pour soit s'opposer à l'adhésion de l'Union européenne à des juridictions internationales, je pense à l'avis 2.13, soit s'opposer à la création de juridictions internationales dans l'avis 1.09 sur la juridiction unifiée du brevet, soit au maintien de quasi-juridictions internationales, je pense aux juridictions aux tribunaux d'investissement intra-européens dans les arrêts ACMEA comme Stroy et Commission contre Royaume-Uni. Donc on voit une jurisprudence de la Cour de justice qui est très soucieuse du maintien de son autorité juridictionnelle de Cour suprême sur le continent européen. Tout de même, je simplifie un petit peu, tout le monde, mais par raison de temps, encore une fois, a une tendance à écarter finalement tout ce qui pourrait être source de concurrence juridictionnelle, et il se trouve que les juridictions internationales pouvant opérer sur le territoire européen pourraient la concurrencer. Donc,
on a cette tension finalement entre une diffusion par les institutions politiques et un frein par la Cour de justice. Bon, globalement, dans l'ensemble, on constate donc une volonté de projection à géométrie variable dans les États tiers, à géométrie variable dans les institutions de l'Union européenne, mais globalement, on peut quand même saluer le fait que l'Union européenne reste finalement peut-être le dernier acteur à être alimenté par cette volonté de défendre l'état de droit sur la scène internationale et le règne du droit, la pacification des relations internationales. Mais il faut comprendre que si elle le fait, c'est aussi parce que c'est dans son intérêt, parce qu'encore une fois, puissance normative, sans droit, pas d'Union européenne sur la scène internationale. Et je vous remercie.